Vas-y, Moudia. Donc, mon vieux adore. Attends, Adore. la renaissance, on te fait monter, on te mute parce que c'est pas ton temps de parole. Voilà. Quand ça sera ton temps de parole, Bonsoir, je n'ai pas parlé, c'est vous qui m'avez fait descendre, cher monsieur. tu es tombé seul. Hein. Personne ouais? n'a te fait monter, ouais, tu es tombé seul. Dis-ça, c'est tombé seul. Je me mute alors, désolé. Voilà. Vas-y. Ok. Donc, moi, il n'y a pas de doctorat en linguistique. Mais ça me fait rire. Tu n'as pas parlé de Ouattara, ce voyou spirituel là. C'est celui que tu as éternisé là. Mon vieux, moi, ma vie là, toute ma vie là, j'ai été meurtri. Mon pays a subi toute une vie de génocide. À cause de qui? Ouattara. Donc, toute ma vie là, c'est Ouattara. J'ai parlé de Ouattara. Toute ma vie. Et normalement, un enfant, un jeune Ivoirien, tu as vécu tout ça, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, tout ce qu'il a dit. Baby, Snella, stank door and Snella. Your brother had pour live. Excusez-moi. Comme je le disais. Si c'est juste toi-même. Mon vieux, nous on est en Scandinave. Et quand tu es en Scandinave, il y a la langue en Scandinave. Moi, je suis du. Voilà, mon vieux, moi, Johnny Pato qu'on connaît. On est en Scandinave. Voilà. Donc, je n'ai pas rentré trop loin. Vieux père, tout Ivoirien qui a vécu l'histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire, Ouattara doit être le pire ennemi, soit son pire ennemi. Aujourd'hui, là, n'importe qui se lève aujourd'hui vers être député en Côte d'Ivoire. Des gens qui ne sont pas là à l'école peuvent être ministres en Côte d'Ivoire. Des gens qui n'ont pas des niveaux scolaires peuvent être des députés, des maires en Côte d'Ivoire. Si le régime de qui? Monsieur Ouattara. Je le respecte beaucoup parce qu'il est président de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je mets monsieur là-dessus. Mais on va pas rester dans cette dans ça jusqu'à la fin du monde. Champion, Oufoué n'est pas Ouattara. Ouattara n'est pas Oufoué. Bongo a voulu mourir au pouvoir. A voulu déjà au pouvoir. Excusez-moi du terme. Il ne faudrait pas que je gâte le live. Bongo a voulu déjà au pouvoir. Finition là. Hier, c'est pas Bongo, ils ont rapatrié au Gabon. Pour ceux qui ne savent pas ça, est-ce que Bongo n'a pas rapatrié au Gabon? Après le coup d'État là, Bongo là, est-ce qu'on l'a pas rapatrié au Gabon? Ils l'ont rapatrié. Toute leur histoire de Madame Robe Sauté, avec son pantalon sauté aussi, ils ont dit que telle personne, tel ministre doit aller se soigner dans telle truc. Mais vous dites que votre budget, votre bilan est inattaquable. Pourquoi demander à des ministres et à des personnes haut placées d'aller se faire soigner aux États-Unis alors que vous dites, vous avez des... C'est un imbécile qui parlait tout à l'heure en disant que M. Ouattara a fait chiachi, il a fait ceci, il a fait cela. Mais pourquoi ne se soigne pas en Côte d'Ivoire? Montrez-moi une seule fois, depuis 2000 jusqu'en 2010, Laurent Gbagbo a allé se faire soigner dans quel pays et sur quelle terre? Montrez-moi une seule fois. Peut-être je ne sais pas, mais je vais t'informer. Montrez-moi une seule fois. Ou bien une information. Il a été au Maroc pour sa dent. Ça, c'est en Afrique. Il a dit Europe. Vieux. C'est dans quelle année, Maroc, là? Maroc, c'était pendant la crise. La crise. Vous, les rebelles, attaquaient fort là. C'est là, les Blancs ont commencé à... les Français ont commencé à pleurer, se fâcher contre lui, là. Parce qu'il ne venait plus rien faire chez eux. Il partait dans la sous-région, là, en Afrique, là-bas, pour gérer ses bails. Le Maroc, c'est Afrique, non? Mon vieux. Ouais, c'est ce qu'il dit, là. Il a fait exprès. Mon vieux, dis-moi. Ma question, là, je n'ai pas dit Afrique, j'ai dit Europe. Et puis, même, j'allais encore plus loin. Lorsque un président travaille chaque année, là, il a des vacances chaque année. Montrez-moi donnez-moi une seule preuve pour d'abord aller passer ses vacances en Europe ou bien dans un autre pays en Afrique. Montrez-moi une seule. Depuis 2002 jusqu'en 2010. Jusqu'à ce que la France l'enlève au pouvoir. Montrez-moi une seule. Je veux savoir. Si vous avez cette preuve-là aussi, de la manière dont tu as parlé du Maroc, là, montrez-moi cette preuve-là. Parce que je veux connaître exactement les failles de Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, mon grand-père. Je veux savoir ces failles aussi. Là, quand je suis assis, je dis, ah, mais en réalité, c'est vrai que pantalon sauté, lui, il part en France pour aller se soigner. Donc, Gbagbo aussi, lui, il partait se soigner à Papékou, ou bien il partait en vacances aussi à Nyalepa.
Il faudrait que je puisse savoir exactement. Ou bien à Isambré, ou bien je ne sais pas, au juste, là où il partait passer ses vacances. Je veux savoir exactement. Est-ce qu'il prenait l'argent de l'État, l'argent du contribuable, dans des billets d'avion inutiles pour aller à Genève, aller à Paris, ou bien aller à New York? Ou bien il partait à Maman, ou bien il partait à Papekou, ou bien il partait à Korogo. Je veux savoir ça. Ça fait une deuxième. Donc, Osimo, viens pas Osimo, comme tu es là, et puis Douan, j'aimerais que vous nous donnez un peu, parce que là où je suis en train de parler, il y a des gens, quand ils sont en train de parler, ils parlent beaucoup, mais ils n'attaquent pas un peu ce petit côté-là. Parce que ce petit côté-là, c'est l'argent que tu peux apporter au développement du pays. Ao a été au pouvoir pendant 15 ans. Pendant tous ces 15 ans-là, combien de fois Ao est parti en Occident pour aller en vacances, aller se faire soigner, aller lâcher, aller se laver? Combien de fois Ao est parti en Occident? Tout cet argent-là, ça pouvait aider les gens qui ont cassé les maisons là, à les aider à pouvoir les loger quelque part. Tout cet argent-là, ça pouvait aider à boucher quelque chose. Donc, venez, on va compter là-dessus. On va compter combien de fois Ao est parti en Occident durant tous ces 15 mandats. Venez, on va compter combien DG, Gbagbo Laurent, monsieur le président Laurent Gbagbo, son excellence, est parti en Occident pour aller faire ses vacances, aller se soigner ou bien aller faire quoi que ce soit quand il était président. On est en train de parler, quand Simon a posé la question à cet individu qui se disait qu'il a doctorat en Occident ou bien quoi là, on lui a posé la question, il dit non, que quand Gbagbo était au pouvoir, voilà. Mais on lui posait la question, est-ce que quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir là, est-ce qu'il allait se faire soigner quelque part? Il n'a pas eu le temps de nous répondre. Donc, de grâce, répondez à mes 3 préoccupations là, pour qu'on puisse aller de l'avant. Maintenant, concernant la dame, tu nous parlais que son origine, elle vient du Burkina Faso. C'est ça le problème de beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui. À l'époque, nos parents, il ne faut même pas que j'ai parlé de quelqu'un d'autre, mes parents à moi, nous, on avait un chef qui travaillait dans nos champs. C'était un Burkinabé. Le champ de café cacao de mon papa, c'est un Burkinabé qui travaillait dans ce champ. Mais aujourd'hui, où je suis en train de vous parler là, le champ de café cacao qu'il gérait là, mais il a une terre là-dessus. Le vieux n'est plus. Maman n'est plus. Les gens, il y a eu un grand frère. Mon grand frère qui a voulu s'imposer là-dessus a été tué. Et aujourd'hui, quand on veut essayer de parler un peu de ce mouvement-là, on a des menaces et tout. Et c'est mes soeurs, eux là, ils ne peuvent pas trop parler, c'est moi qui dois parler de ça. Mais à chaque fois qu'ils essaient de parler là-dessus, ils sont menacés. À cause de qui? À cause de quelqu'un qui a vécu, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a aidé. On lui a dit, voilà une terre, voilà une petite maison, il faut dormir là-dessus, mais tu vas travailler dans le champ. Et à la fin du mois, tu es payé. Ces personnes aujourd'hui sont réclamées, c'est-à-dire ils ont eu une nationalité rapide, de telle sorte que on ne sait pas comment ils ont eu cette nationalité. C'est normal que la dame se lève et dise que mon nationalité c'est Burkina Faso. C'est normal qu'elle se lève pour dire ça. Si le père même, c'est-à-dire le père de la rébellion, le père suprême des États de la Côte d'Ivoire, de l'État de la Côte d'Ivoire, lui-même là, il vient de là-bas. Elle est qui pour venir dire le contraire? Il y a des choses, on ne peut pas faire débat là-dessus. Parce que celui-même, tu as la tête même là, lui-même là, il est du Faso. Et il renie le Faso. Moi, je n'arrive pas à comprendre quoi. Toi, tu es ivoirien. Quand tu vas au Mali, tu es ivoirien, et puis tu t'appelles Laurent, ou bien tu t'appelles Seri. Quand tu es au Mali, on t'appelle ivoirien. Même quand tu es au Burkina, on t'appelle ivoirien. Pour ceux qui ont fait la sous-région, savent de quoi ils sont en train de parler. On les appelle ivoiriens. Pas parler non, mais on les appelle par leur nationalité. Mais pourquoi ils sont en Côte d'Ivoire, quand on les appelle Burkinabé, ils se fâchent que ce n'est pas les pays. De quoi ils parlent? Arrivé à un certain moment, je vais un peu terminer et je vais clore là-dessus. Le 7, et j'avais une dernière question à poser par rapport au... Après ce meeting qui est en train d'arriver le 7, parce que je ne serai pas là, je n'aurai pas l'opportunité de partir. Mais je voulais demander s'il y a un autre meeting. Il faudrait que je sois plus avisé pour que je puisse prendre mon billet pour aller à ce meeting. Au prochain meeting, parce que le 7, j'avais vraiment voulu partir. S'il y aura un autre meeting là,
Tu sais, Mhm. quand tu as, c'est-à-dire que pendant que tu n'as pas encore enceinté, tu Mhm. parles pas de 6e ou même 5e enfant. Il faut faire premier là d'abord. Donc, pour l'instant, là, c'est notre premier enfant là. C'est son truchon, on va faire d'abord. Quand on va finir, on verra si on aura encore les moyens pour en faire un deuxième. Donc, pour l'instant, là, c'est le 7 là qui nous importe. C'est si ça, on se focalise d'abord. Maintenant, arrivé là-bas, le baobab, le Messie, il dira s'il y aura encore un autre meeting. Voilà. En tout cas, vraiment, c'est-à-dire parmi les meetings, là, c'est-à-dire c'est un rêve pour moi d'assister à un meeting du Père. Ça va Et arriver. je vais prier Dieu le jour que je vais, parce que je sais de quoi je suis en train de parler, et je sais ce que le vieux là, il a fait pour ma famille. Donc quand je vais aller là, je vais tout faire pour pouvoir le rencontrer, pour lui dire un seul nom, pour qu'il puisse reconnaître véritablement ce qu'il a fait pour la famille. C'est tout ce que j'ai besoin. Donc c'est pour ça que j'ai posé la question s'il aura un autre meeting, parce que je n'ai pas eu l'opportunité de m'avoir un billet rapide pour le 7, parce qu'on a fait une demande de visa et tout. Donc voilà un peu. Merci Ok, beaucoup. merci. Je vais m'arrêter là. Merci. La Renaissance, je voulais te dire avant que tu ouvres ton micro, je ne sais pas si c'est la première fois que tu viens sur ce panel, il y a des principes, il y a un temps de parole, et après on circule. D'accord? Voilà. Donc, quand ton temps de parole va arriver, on va te donner la parole. J'ai vu ton commentaire il y a longtemps, mais c'est son temps de parole. Chacun a 5 minutes. Tant que tes 5 minutes ne sont pas finies, on ne peut pas t'arracher la parole. Ouvre ton micro, c'est ton temps de parole. Merci. Soyez salués, chers camarades, depuis votre position. Chef Roxymore, soit salué. Bah écoutez, je m'excuse parce que voilà, c'est ma toute première fois de monter sur le live d'Oxymore. Alors je crois que on a beaucoup à dire en tant que Ivoirien. Vous savez, en espace de 10 jours, il y a eu 3 scandales qui ont vraiment choqué l'opinion publique et l'opinion internationale. Le premier scandale stipulait du fait que éventuellement on voulait imposer la langue malinké, je dirais comme ça, dans les écoles au primaire. Pas malinké, c'est Djoula. La langue Djoula, autant pour moi. La langue Djoula. C'est Djoula. Et l'État ivoirien veut imposer la langue Djoula. Et quand j'ai vu la vidéo, je n'y croyais pas, mais il a fallu éventuellement que voilà, je m'imprègne de certaines nouvelles et que je vois la vidéo. J'ai été vraiment choqué. Le deuxième scandale, c'est le marché d'Abobo qui a brûlé, où il y a une dame qui sort, et qui s'en prend aux opposants. Et le troisième scandale, c'est éventuellement les officiels ivoiriens, les soi-disant les pseudo-officiels ivoiriens qui ont signé un partenariat. Voilà. Vous voyez, l'histoire est têtue. Nous avons grandi dans des troubles. Nous avons grandi dans la guerre. Nous avons grandi avec ce parti-là qui nous a épuisés. Parce que tout Ivoirien qui est né entre 90 et 2000 est vraiment conscient du fait que le RDN n'est pas un parti, mais c'est une religion. Parce que j'arrive pas à comprendre. C'est vrai, il y a deux façons de suivre un leader politique. On suit un leader politique à cause de ses idées, de son idéologie, de sa théorie, de sa pratique. Mais j'ai l'impression que les gens du RDN, ils font du suivisme moutonnier et en même temps, ils font du suivisme autant pour moi avec la médiocrité et c'est dangereux parce que j'ai l'impression que même ceux qui se croient vraiment intellectuels sont en train de tomber dans cette spirale là et je crois que c'est dangereux pour la Côte d'Ivoire, c'est dangereux pour la génération à venir parce que j'arrive pas à comprendre que on dit vous avez un bilan inattaquable. Moi je pars sur ce principe là où vous dites que vous avez un bilan inattaquable, mais lorsqu'on a un bilan inattaquable, on ne va pas signer des accords avec la France afin de pouvoir faire soigner les officiels. Et malheureusement, ils savent très bien, au plus profond de leur cœur, au plus profond de leurs âmes, que le combat qu'ils sont en train de mener, c'est un combat qui n'est pas noble. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas dans la vérité. Mais vous savez, l'orgueil est en train de les détruire. Mais comme ils ont tellement pataugé, ils ont tellement crié, ils ont tellement vociféré, ils ont honte de venir se rallier à ce vrai combat, à cette vraie cause-là, qui est le président Laurent Gbagbo éventuellement. D'accord? Et moi, aujourd'hui, je souhaiterais que toutes ces personnes qui sont sur le live d'Oxymore, voilà, je pense que le média, TikTok est venu éventuellement, c'est une révolution. Voilà, TikTok est venu pour révolutionner beaucoup de choses. Aujourd'hui, à cause de TikTok, on a même du mal à regarder la télévision, tout et tout. Il serait judicieux que chaque personne aujourd'hui prenne son téléphone, même que tu sois à l'est, à l'ouest, partout, que tu sois hors du pays,
prends ton téléphone, un petit direct, ça peut permettre quand même à une ou deux personnes de pouvoir avoir un esprit ouvert. Parce que au stade où nous sommes arrivés, je crois qu'il faille que ce gouvernement-là part. Il faille que ce gouvernement-là part parce que trop, c'est trop. Nos parents souffrent. C'est-à-dire les bases fondamentales qui, éventuellement, qui permettent à un État de vivre normalement, que ce soit la santé, que ce soit la nourriture, que ce soit l'éducation, ils n'arrivent pas à donner aux Ivoiriens. Nous n'avons pas connu cette Côte d'Ivoire-là comme ça. Nous avons connu une Côte d'Ivoire où minimum l'éducation était la priorité. Nous avons connu cette Côte d'Ivoire-là où la santé était la priorité. Nous avons connu cette Côte d'Ivoire-là où le panier de la ménagère était chargé. À la où vont les choses, franchement, le pays commence à tomber dans des abîmes et ça ne va pas nous arranger. Et je pense que nous qui sommes Ivoiriens, de souche pure, parce que c'est déplorable que nous voyons des personnes qui ne sont pas Ivoiriens, qui viennent sur les réseaux sociaux, sur des panels et parler comme s'ils étaient vraiment, comme s'ils vivaient quotidiennement le problème des Ivoiriens. Et je crois que c'est dangereux. Vous voyez, pendant la crise, on a vécu des choses où il y a des personnes même qui étaient étrangers dans nos quartiers, qui vendaient la viande, qui vendaient même le garba, qui vendaient beaucoup de choses, qui ont même pris des armes, qui ont même porté des treillis. On a vécu ça. On ne peut pas nous raconter notre histoire mieux que la nôtre, en fait. On ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire mieux que la nôtre. Et je crois qu'il faille que je m'adresse éventuellement à tous ces enfants-là qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui sont de parents étrangers. La politique appartient aux Ivoiriens. La politique ivoirienne ne vous appartient pas. S'il vous plaît, déjà, le gouvernement en place a tellement créé cette animosité-là entre les pays de l'AES contre les Ivoiriens à telle enseigne qu'éventuellement, au jour d'aujourd'hui, nous les Ivoiriens, quand on nous caractérise, c'est-à-dire on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas faire comment on dirait, on ne sait pas dissocier le divertissement et l'abrutissement. Donc au jour d'aujourd'hui, quand les gens disent la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, elle est attractive sur le fait qu'éventuellement on danse, on mange, parce que voilà, c'est le fun, c'est le show. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on parle du Burkina, on parle de la révolution. On parle d'un pays qui a pris les armes à la main, qui a décidé de changer beaucoup de choses dans ce pays. Et je crois que nous, les enfants de la Côte d'Ivoire, nous devons nous lever comme un seul homme, un vrai Ivoirien. Au jour d'aujourd'hui, je vois des Sénoufos, je vois des Odieneka qui éventuellement prennent le problème de la Côte d'Ivoire à bras le corps, qui savent éventuellement qu'ils ont été trompés. Donc, s'il vous plaît, vous qui avez des parents qui sont étrangers, je ne veux pas éventuellement voilà stigmatiser ou quoi, je ne suis pas xénophobe, absolument pas, parce que nous qui vivons à l'étranger, c'est vrai que nous avons des enfants qui sont voilà français. La Renaissance, Oui, Renaissance. je vous écoute. Moi, je suis un homme de principe et de logique. Champion, tu es xénophobe pion, d'accord? Tu es xénophobe, moi ici xénophobe pion. C'est-à-dire qu'à partir depuis Ado est venu là, depuis Ouattara est là, quand il va partir là, il serait xénophobe. Parce que chez moi, un certain Ouedraogo ne va pas devenir chef du village, lui ne va pas devenir maire chez moi. C'est pas possible. Nous là, on est venu à l'Occident, Dieu nous a fait grâce, on voit ce qui se passe ici. Quel que soit ce qui se passe là, on te dit d'où tu viens. Et puis ça ne va pas quelque part. Si toi n'es pas xénophobe là, moi je te dis, moi je dois premier. Je suis xénophobe bien. Voilà, vas-y. Ok, éventuellement, tu sais, pour moi, je n'aime pas employer les mots parce que pour moi, les mots sont lourds. Parce qu'éventuellement, je suis aussi un étranger, un Ivoirien, vivant dans un autre pays. Donc, être xénophobe, quand même, la définition est un peu lourd. Mais je dirais par là que il faille que ces personnes-là se dissocient de notre politique. Parce qu'il s'agit de notre pays. Au jour d'aujourd'hui, quand nous voyons des Komé Bakari, quand nous voyons des personnes qui viennent s'accaparer de nos terres, ça fait mal. Limite même, tu as envie de rentrer au pays et envie même de prendre des armes. Mais on ne va pas arriver jusque-là parce que le président Laurent Gbagbo nous a enseigné une seule chose. On peut mener une lutte sans pour autant nous infecter, sans pour autant qu'il y ait des morts et tout ça. Donc moi sur ce, je vais chuter et je vous dis, on est ensemble. Et comme le Thomas Sankara a dit, le révolutionnaire Thomas Sankara a dit, l'esclave qui refuse d'être affranchi, on ne doit pas s'apitoyer sur son sort. Donc c'est dès maintenant que nous devons nous lever et de pouvoir combattre. Je vous remercie. Merci. En tout cas, ce côté-là, faut être doute. C'est-à-dire qu'il y a un truc que vous devez savoir. Quand le nouveau président de la Côte d'Ivoire va prendre le pays, il y a des choses il va enlever. Dans notre devise là, hospitalité là, on va enlever. On ne veut plus être hospitalier, c'est fini. Arrivé un moment, c'est bon. Dans l'hospitalité là, voilà ce qu'ils sont en train de nous faire. Ouattara, il y a président de la République, étranger. Première dame, étranger. Président de l'Assemblée nationale, étranger. Vice-président, même chose. Ministre de la Défense, même chose. C'est quoi? Dans l'hospitalité là, voilà, nous on est en train de nager pour venir en Europe. Laisser notre pays. Donc, arrivé à un certain moment, comme tu l'as dit, c'est que l'esclave
qui ne veut pas lui-même s'affranchir là, on ne va pas s'apitoyer sur son sort. Donc, moi, je pense que, à un moment, il faudrait qu'on prenne les courants par les connaissants, que se disent la vérité. Regarde, ici en France, moi, je prends l'exemple sur la France. Tous ceux qui sont français, mais d'origine, je ne sais pas d'où, c'est que vous prenez les cartes nationales d'identité là, elle est très différente de celle des Français. Ils ont mis un truc dessus pour démarquer ça. Donc, eux, pour eux, là, ils le font dans le silence ou bien ils le font de façon subtile et nous, c'est pour nous, on doit accepter. Non! Au Gabon, là, on était en Côte d'Ivoire dans les années, moi, je suis quelqu'un, je suis un enfant de 80. Pas de 90, mais de 80. D'accord? Depuis que je suis né, là, j'entendais Gabonais d'abord. Gabonais d'abord, là, ça a changé quoi? C'est pas la xénophobie, ça? Mais si on veut définir, là, c'est la xénophobie? Le Ghanéen d'abord. Est-ce que ça, on n'a pas entendu en Côte d'Ivoire? Pourquoi c'est à nous tout là, ils vont dire qu'on est xénophobe? Je suis xénophobe, bien. Ça, là, mettez ça dans vos oreilles. Voilà. Et puis, il y a tellement de choses qu'on va, nous, la nouvelle génération, doit imposer à nos nouveaux dirigeants pour qu'ils sachent que c'est nous les votes. Pour qu'ils sachent qu'ils travaillent pour nous. Voilà. Ils ne vont pas se permettre tout ce qu'ils veulent. C'est pas possible. Aujourd'hui, la Ouattara a lui seul, il mange 1 milliard par jour. Le prochain président qui va venir là, c'est 2000, il doit manger. Nous tous, on est syndicats. 2000 francs, il doit manger. C'est que le peuple même doit manger avant lui. C'est quoi? À lui seul, il mange 1 milliard, et après les 1 milliard là, il vient nous dire que nous, on n'a qu'à payer son transport, il va se soigner en Europe. On va où? On est où? Mais arrivé un moment là, il faut que ça cesse. On n'est pas des moutons. Donc nous là, on fait ce combat là, c'est pas pour rien. Hein. Lui qui va venir là, on va lui dire ce qu'on veut. On est venu en Occident, on est venu apprendre, on est venu on se documente, on suit les formations. Ce qu'on apprend ici là, c'est pour aller implanter ça chez nous. Voilà. Pour qu'il y ait le développement chez nous là, ça doit passer par tout le monde. C'est pas une seule personne qui va venir développer la Côte d'Ivoire. Donc, ne soyez pas complexés de ce que vous vivez. Ou bien de dire la vérité, ne soyez pas complexés pour ça. Moi, je là. Moi, quand l'élection va commencer là, regardez, comme on appelle là, législatives municipales. Moi, chez moi, à Fakobi, là, tu as Djoula Fallé là-bas, ils vont te frapper. La façon ils frappent chez les gens au nord, là. C'est quoi les frapper? Ils vont plus être, il n'y a plus Djoula qui va être maire, que ce soit Gagnois, que ce soit Fakobi, que ce soit Guiglo. Parce qu'on va chez eux là-bas, là. C'est ce qu'ils font, non? Arrivé un moment, on en a marre, là. Et puis, on va être complexé du fait qu'on dit qu'on est xénophobe. On est xénophobe, pion. Voilà. Freeman, vas-y. Ça, seulement là, il faudrait qu'on soit clair dessus. Freeman, tu es là? Oui, je suis là. On m'entend? Super. Bonsoir à tous et à toutes. Je salue tous ceux qui sont sur le panel. Et moi, ça me fait plaisir. Je vais tout d'abord m'étaler sur le sujet qui est sur l'image, la dame en question. Vous savez, moi, quand j'ai vu la sortie de cette dame, il y a une parole qui est venue dans ma tête directement. La sortie de M. Blaise Lasme sur le plateau de NCI, qui disait la stabilité d'un pays dépend de la mentalité de l'opposition. Si aujourd'hui, on a des personnes de cette envergure-là qui tiennent des propos de sorte à narguer les honnêtes citoyens, c'est parce que nous sommes pacifiques. C'est parce que nous voulons accéder au pouvoir par les unes et surtout, nous suivons la démarche du président Laurent Gbagbo, qui est un homme de paix. Sinon, quand je vois le sujet et la sortie de cette dernière, ça prouve effectivement que les gens, au lieu de eux qui disent toujours que c'est nous qui nourrissons la haine en nous, en vérité, ce sont eux les plus haineux. Ce sont eux qui ont le cœur qui bouge, ce sont eux qui sont accrochés au pouvoir, qui ne veulent même pas lâcher. Ce sont eux qui ont tout à perdre actuellement. Parce que nous, on n'a rien à perdre. Quand tu vois les sorties, tu sens qu'ils tremblent. Ils ont peur que le pouvoir les échappe. Pour un simple marché qui a pris un feu, où tout le monde est en train de compatir pour vous, on sort pour venir nous dire, après ça encore, c'est Ouattara en vote, etc., etc. Ça n'a pas de sens. Et c'est banal. C'est humiliant, c'est décevant. Et une de ces vidéos encore, je vois, là où elle dit, je suis burkinabé et fier, finissez avec moi, comme si elle était en concurrence avec quelqu'un, etc. Mais elle n'est pas seule. Même quand on emprunte les engins communs, les bus, etc., ce sont leur quotidien qui est là.
narguer les honnêtes citoyens, provoquer les gens, insulter les gens, pousser les gens à bout, c'est ce qu'on les enseigne. Mais nous, on continue de travailler. Moi, hier, j'ai fait un panel là-dessus. J'ai vraiment donné mon opinion là-dessus. Et cette maintenant va nous dire, elle est burkinabé, etc. Encore un autre sujet où elle provoque. Mais nous, on n'a pas de problème avec les burkinabés. Les véritables burkinabés sont fiers d'être burkinabés. Il y a près de 450 personnes sur le panel et puis je parle. Les honnêtes citoyens burkinabés sont fiers d'être burkinabés. Mais nous avons affaire aux apatrides, aux usurpateurs d'identité, à ceux-là qui sont rejetés même au Burkina Faso, qui ne sont pas dignes même d'être ivoiriens, mais qui veulent s'accrocher au drapeau ivoirien et pour créer la zizanie dans notre pays. Ça ne prendra plus. Cette propagande-là ne prendra plus. Parce que nous ne sommes pas dans la manipulation. Quand tu es dans la vérité, tu es dans la franchise, quand tu marches, tout le monde est content et tout le monde te suit. Le président Gbagbo Lora a dit, quand un homme marche, il laisse des traces. Et nous, tout ce qu'on est en train de faire, c'est tracer. Donc cette propagande, nous on est Ouattara, non, vous voulez pas, personne n'est contre eux. Au contraire, ils ont peur. Et ça se voit par leur prise de position. Maintenant, pour revenir au sujet de Kandia Camara et ses déclarations, ça prouve encore que les gens ne sont pas là pour la population. Et nous, on le savait déjà. Ça m'aurait étonné. Parce que nous, on l'avait déjà prédit. Le président Gbagbo a dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça se faisait déjà. Eux, ils le faisaient déjà. Chaque week-end, quand ils prennent les billets d'avion, ils vont en France, ils vont en Europe, etc. Personne ne parlait. Mais pour nous dire maintenant que ce qu'ils faisaient là, c'est tellement petit. Vous savez, quand Dieu veut te lâcher, il met ton cul dehors, comme on le dit. Il enlève l'intelligence de ton cerveau et il t'envoie tout droit à l'abattoir. Aujourd'hui, ils font des communiqués insultant la population, disant que on signe un partenariat où on peut voyager à moindre coût pour les officiels du pays, pour leurs voyages officiels et privés, ainsi que leurs familles. Moi, je me demande si le fils de Kandia Camara, ou bien le neveu de Kandia Camara, il travaille pour la fonction de la Côte d'Ivoire. Je me demande pour qu'il puisse bénéficier de ces privilèges. Ou vous qui êtes les employés de la population, c'est vous qui avez droit aux privilèges, et le pauvre citoyen qui contribue, qui paye ses impôts, là où il ne peut pas se soigner. Vous voyez la contradiction. En bon français, on appelle ça de l'ambivalence. Quelqu'un qui se vante de dire on a développé le pays, on a fait des centres de santé de proximité, on a fait ci, on a fait ça, mais pas se soigner à l'étranger. En vérité, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas dit. Le thème qu'ils devaient employer là, c'était même pas pour aller se soigner ou encore les billets d'avion gratuits pour aller en Europe. C'est pour dire qu'on a gâté le pays. Et on voit que l'élection qui vient là, ça peut dégénérer sur des moments. Le retrait des gens sur la liste électorale là, ça peut dégénérer sur des moments. Donc nous, on sauve nos familles, on veut des contrats, on veut des billets d'avion faciles pour rentrer. Là, si c'est gâté au pays, nos familles sont à l'abri. C'est tout. C'est le véritable français qui est caché derrière qui est là. Sinon, pour venir dire, non, nous on va se soigner. Eux, ils le faisaient déjà. On savait tout ça là. Mais maintenant, venir officialiser, c'est naguer la population. C'est insulter la population. Vous vous permettez le luxe. Donc, il y a un adage africain qui dit, le chien du chef n'est pas le chef des chiens. Le chien du chef n'est pas le chef des chiens. Mais eux, ils sont en train de nous faire comprendre que leurs domestiques sont mieux que nous. Parce que leurs neveux qui sont couchés peinards, qui ne travaillent pas pour la fonction ivoirienne, qui ne sont rien dans le gouvernement ivoirien, peuvent se permettre d'aller se soigner dans cet hôpital-là, américain, voyager en concert, etc., etc., au bénéfice du citoyen ivoirien. C'est malheureux. Mais ça doit nous interpeller. Voilà, ça doit nous interpeller. Et ce sont des signes prometteux pour nous qui sommes dans l'opposition que le changement est déjà à la porte. Voilà. Soyons focus, travaillons, ne soyons pas découragés parce que le bout du tunnel n'est plus loin. Voilà. Je ne vais pas monopoliser le panel. Je vais laisser d'autres aussi s'exprimer. Mais on reste focus. Tôt ou tard, Gbagbo sera président et tout ça, ça va finir. Je vous remercie. Merci. Manuela, tu es là? Manu? Un peu de pub là, un peu de pub. Mon cœur est chaud.
Bah ouais, Tu dis quoi? Tu dis quoi? tu chauffes mon père. Juan, je peux vous poser une question? Petit, moi, il y a longtemps ici qui était à l'école. Hein. Toi, tu viens me poser des questions si pas quoi. Non, mais on ne sait jamais. Peut-être Emma a la réponse, Adolphe a la réponse, peut-être toi-même tu as la réponse. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Emmanuela, Modia, tu m'appelles Emmanuela, s'il te plaît. Mais si tu t'appelles Emma, ça fait quoi? Non, tu n'es pas mon intime. Tu Ah! m'appelles Emmanuela. Yes. Yeah. Ok, on vous écoute. Il a touché le petit côté, il n'y a pas de souci. Bon. Non, oui, non, c'est pas ça. Mais Non, Emma, c'est quand je suis plus rapprochée à quelqu'un. Là, c'est normal. Tu m'appelles Emma, je comprends. Mais we don't know. Emmanuela, Emma, ok, j'ai compris. Emmanuela, ma question là, Frère. Nelson Mandela là, quand il était en prison, il a fait combien d'années en prison? Et quand il est revenu, combien de temps il a passé au pouvoir? Et puis, pendant ces combien d'années qu'il a passé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce qu'il a apporté au peuple sud-africain? Voilà ma question, merci. Moi, je pense que 27 ans, mais c'est que moi, je ne regarde même pas le nombre d'années qu'il a fait. Ce que je sais, c'est qu'il a réconcilié les Sud-Africains quand il est arrivé. Pendant sa mandature, là. Il les a vraiment réconciliés. Il a fait qu'un seul mandat. Son mandat, là, oui, c'est ce qu'il dit, il les a vraiment réconciliés parce que j'ai entendu le discours d'un Sénégalais qui a dit, voilà, qui était en conférence, qui a dit que le boulot de Nelson Mandela, quand il est sorti de prison, il les a plus privilégiés même que ceux-mêmes qui ont combattu pour qui sont battus pour lui. Qu'il a vraiment réconcilié la Sud-Afrique. Voilà. Ça, c'est ce que je sais, pour ma petite connaissance. Maintenant, le reste, là, vous pouvez répondre. On s'est partagé la question. Emmanuela, vas-y. Après, tu fais la pub. Avant, moi, je lui pose la question. Pourquoi il demande pourquoi cette question avant qu'on va répondre? Tu sais, parce que j'ai déjà entendu sur, comment on appelle ça? Sur un live, Gbagbo n'est pas Nelson Mandela. Gbagbo n'est pas ceci. Gbagbo n'est pas cela. Mais quand je regarde un peu l'historique du président Laurent Gbagbo, son excellence, c'est à peu près un peu l'historique de Nelson Mandela. En noir, c'est que je vais descendre. Quelqu'un dit je suis en noir, tu as vu ça? Non, moi je te vois bien maintenant. Tu étais en noir, mais tu te vois. On te voit, Emmanuela. Moi, je la vois, mais la noire aussi. Voilà. Je descends et puis je remonte. Ça quoi ça, je suis descendu tout à l'heure là même. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, on nous dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas Nelson Mandela. Mais quand on essaie de réfléchir, selon des vidéos, selon des films que j'ai regardés, l'historique un peu du président Laurent Gbagbo est à peu près pareil comme le président Nelson Mandela. C'est pour ça que j'ai posé la question. Qu'est-ce que le président Nelson Mandela a apporté après avoir fait la prison? Quand il est arrivé, est-ce qu'il a été automatiquement président? Et qu'est-ce qu'il a apporté à la Sud-Afrique? C'est pour ça que j'ai posé juste la question pour juste comprendre et pour moi, c'est ma réflexion. Et, ou peut-être pour d'autres personnes qui sont sur les lives. Voilà. Bon, Nelson Mandela, comment dirais-je, était d'abord un révolutionnaire aussi. Parce que comme vous savez, en Afrique du Sud, il y a ce problème de blancs qui voulaient dominer. Bon, je pense que maintenant, c'est en minorité et tout. Mais il y avait cette histoire de, comment ils ont appelé ça, je crois, l'apartheid, ce genre de choses et tout et tout. Et donc, Nelson Mandela était un révolutionnaire aussi. Voilà, il voulait comment dirais-je, le droit de la peau noire au même titre et que les enfants noirs de l'Afrique du Sud aillent dans les mêmes écoles que les enfants blancs des Africains du Sud là-bas et tout. Et c'est pour ça qu'il a été martyrisé. C'est pour ça que il a vécu tout ce qu'il a vécu jusqu'à passer 27 années de sa vie en prison. Et quand il est sorti de prison et qu'il a été, comment dirais-je, restauré et tout, pendant son mandat qu'il a fait à la présidence, comment dirais-je, de l'Afrique du Sud, nous avons vu après lui son parti, l'ANC, et comment dirais-je, il y avait en fait, c'était un mélange en fait. Et les Noirs
ont eu leur place. C'est-à-dire ceux pour lesquels il s'est battu là. Ça a payé. Et c'est un peu la continuité en fait. Tant que, comment dirais-je, ce cordon ombilical n'est pas coupé entre l'OTAN et l'Afrique, entre l'impérialisme et les Africains, entre les Occidentaux et l'Afrique, Dieu va toujours susciter un de ses fils d'Afrique noire pour pouvoir mener le combat. Donc moi, je ne compare pas les deux hommes et tout. Ils ont un peu, c'est comme si les gens comparaient Thomas Sankara à Patrice Lumumba, à Sékou Touré. Non, ils ont mené le même combat, mais chacun dans son couloir. Chacun dans son couloir. Et le président Laurent Gbagbo est en train de faire de même. Dieu, voilà, Dieu va le restaurer parce que Dieu n'est pas injuste. En fait, Dieu ne se dédie pas dans sa parole. Tout simplement parce que il a été injustement emprisonné. Il a été injustement, comment dirais-je, accablé. Il a été, comment je peux dire ça? Il a été physiquement. Il a été, enfin, il a subi trop de choses physiquement. Et nous voyons, il est moins jeune que le Draman. Mais nous voyons physiquement, il est un peu beaucoup plus affaibli. Parce qu'ils lui ont fait toutes sortes de choses qu'on ne peut même pas imaginer. C'est Dieu tout simplement qui l'a gardé. Donc Dieu va le restaurer. Et les gens qui sont dans les comparaisons là, en fait, ça n'a pas lieu d'être. On parle de révolution, on parle de souveraineté africaine. Est-ce qu'on peut comparer Kémy Séba au capitaine Ibrahim Traoré alors que chacun est dans son couloir? Mais tous parlent de souveraineté africaine, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut comparer même le général Assimi Goïta au capitaine Ibrahim Traoré? Pourtant, c'est le Mali qui a commencé, non? Et tout. C'est le Mali qui a dit non à la France, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas et on ne doit pas les comparer. Chacun est dans son couloir, mais chacun, en fait, la finalité là, c'est la même chose que tous voulons, ou que tous veulent, ou que c'est la même chose pour lesquelles tous se battent, ou c'est la même chose pour laquelle nous tous nous battons. Parce que la bataille est à différents niveaux. Il y a ceux qui sont en ce moment sur le terrain en Côte d'Ivoire. Il y en a qui se battent spirituellement dans la prière parce que le pouvoir est d'abord spirituel. Tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Donc, il y en a qui se battent spirituellement et il y en a qui se battent maintenant avec les idées, avec la parole et tout, etc., etc. Donc, le président Laurent Gbagbo, on peut dire qu'il est dans les pas ou bien qu'il marche un peu comme Nelson Mandela avait marché. Mais les deux ne sont pas comparables, par exemple. Les deux ont traversé la prison et tout ça. Je n'en disconviens pas. Mais les deux ne sont pas comparables. Est-ce que, comment dirais-je, est-ce que, par exemple, passer dans la tête de la France, ce n'était pas que le président Laurent Gbagbo vive, hein? C'était pour finir avec lui comme ils ont fini avec Feu, je sais pas s'il était maréchal ou le colonel ou le général Kadhafi. C'était pas pour qu'il vive, mais c'est Dieu qui fait grâce parce que sa mission pour la Côte d'Ivoire, sa mission pour l'Afrique n'est pas encore terminée. Donc, évitez de, par exemple, écouter des panels où on veut les comparer, où on les compare et tout ça là. Non, en fait, on ne doit même pas rentrer dedans. On doit regarder, au stade auquel nous sommes arrivés dans ce combat. Parce que nous sommes à la fin. Parce que ce combat-là, nous allons le gagner forcément. Parce que ce combat-là, nous allons le gagner. Et nous allons crier victoire. Et les dignes fils de la Côte d'Ivoire seront, comment dirais-je, fiers. Ils seront davantage heureux de vivre en Côte d'Ivoire, d'être ivoiriens. Ils ne sont pas comparables parce que ce sont tous deux des hommes forts. Ce sont tous deux des hommes vrais. Ce sont tous deux des hommes qui ont aimé et qui aiment l'Afrique. Parce que le président Laurent Gbagbo est encore vivant, donc je parle au présent. Donc les deux ne sont pas comparables. C'est des vrais hommes. Comme Patrice Lumumba a été un vrai homme. Comme le capitaine Thomas Sankara a été un vrai homme. Comme Sékou Touré a été un vrai homme. Et j'en passe. Toutes ces personnes qui ont lutté pour la souveraineté de l'Afrique et des Africains sont des vrais hommes. Sont des dignes hommes. Je t'invite d'ailleurs, mon frère, à aller écouter, comment dirais-je, la vidéo qui retrace le jour de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Ça donne la chair de poule.
Les Burkinabés sont en train de passer ça sur leur... enfin, ça passe en boucle sur les pages et tout et tout. Va suivre ça. Ça te donne la chair de poule. Et c'est là où tu comprends que ce combat-là, ce n'est pas anodin. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, tu vas chuter et puis je vais faire la pub. Merci. Ok. Bon, vas-y pour la publicité. Ok. Bodia, je vais te répondre après la pub à ma façon aussi. Chers Ivoiriens, chers parents, vous voyez la photo qui est sur l'écran là, c'est une apatride. Quand on dit apatride, c'est quelqu'un que même son pays ne reconnaît pas. C'est-à-dire que tu n'es ni fini raisin. C'est ça les apatrides là. C'est-à-dire qu'elle est le Burkinabé, mais elle se met à combattre son pays d'origine, qui est le Burkina. Dramane Ouattara est Burkinabé, il se met à combattre son pays d'origine, qui est le Burkina. Donc, ce qui veut dire que quoi? Le Burkina ne les reconnaîtra pas quand ce pouvoir va chuter. Voici des apatrides. Ils viennent ici mixer dans la politique ivoirienne pour combattre nous les autochtones, nous qui avons notre pays, nous qui sommes enfants de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le marché de Petit Lomé qui est brûlé là. Petit Lomé, le marché qui est là, c'est toute la CEDEAO, c'est toute l'Afrique réunie. C'est le monde entier en miniature qui est sur Petit Lomé, qui était à Petit Lomé, parce que c'était des contrats, c'était un centre commercial qui donnait plus de combien de milliers d'embauches à la population ivoirienne, parce que il y a des Sud-Africains, il y a des Chinois, il y a des Japonais, des Coréens, il y a des Américains, il y a des Français, il y a des Béninois, des Togolais, des Gambiens, des Ghanéens. C'est le monde en miniature Petit Lomé. Et les Nigérians, tout ça. Et les gens qui sont là-bas, là, ils ont investi de l'argent. Donc, quand le gouvernement essaie de les faire partie, qu'ils ont pleuré, et qu'on vient maintenant tripatouiller les compteurs pour faire brûler le marché. Mais quand ces personnes pleurent, là, il faut des apatrides notoires pour se mettre devant, pour dire que eux, là, ils n'ont rien perdu, que c'est pas le gouvernement. Parce que, aujourd'hui, Awa Bouaké ou bien Adja Bouaké, c'est ce que je dis toujours. Elle a du relationnel aujourd'hui. Qu'elle dise merci aux réseaux sociaux. Parce que avant qu'elle fasse sa sortie flagrante, se mettant en genoux pour pleurer, là, elle n'avait pas du relationnel, elle n'avait pas encore un portefeuille, un carnet d'adresse. C'est pour ça qu'elle s'est jetée au sol pour pleurer ce jour-là. Souvenez-vous. Mais dès l'instant où ça a dit que sa vidéo a fait le tour du monde et que le gouvernement a pris compte qu'elle est rentrée en contact avec eux, voici où est la méchanceté des êtres humains, la méchanceté de l'homme noir. Elle est devenue systématiquement égoïste, pensant à elle seule. Comme, c'est-à-dire le virus de la patrie de la piqué à cet instant-là. Du coup, elle pense plus aux autres. Parce que le virus de la patrie, c'est penser à soi, ne pas penser aux autres. C'est être individualiste. Aujourd'hui, là, quand elle se met là pour dire que non, le gouvernement n'a rien fait, le marché est brûlé là, on n'a rien fait. Mais vous avez fait quelque chose. Parce que toi, aujourd'hui, tu vas venir blaguer les femmes. Mettons-nous ensemble, faisons ceci. Mais toi, derrière là, toi, ton gars, si c'est Bakongo là, il va te financer. Il va t'aider. Mais ceux qui n'ont personne, nos mamans qui n'ont pas de relation, nos papas qui ne connaissent personne dans le gouvernement là, eux, ils vont voir qui? Ils voient Dieu et puis ils pleurent. C'est pour eux que nous sommes là. Si nous ne sommes pas là pour toi, Adja Bouaké. Si aujourd'hui, Dieu merci, nos combats ont payé, que toi-même tu t'es auto-proclamé, auto-confessé, auto-déclaré, reconnaissant ton origine burkinabé, on dit Dieu merci. C'est de tout ça que nous parlons, que la Côte d'Ivoire est remplie d'intrus à la tête de notre pays. Quand le président Laurent Gbagbo disait que voter le candidat des Ivoiriens, là, c'est de tout ça là qu'il parlait. C'est-à-dire que si on avait voté le candidat des Ivoiriens, une Burkinabé, je dis pas, je ne suis pas les Burkinabés, mais une apatride notoire, ne peut pas venir s'arrêter pour narguer la souffrance de tout un monde, de tout un peuple, de toute une personne. Elle n'allait pas venir narguer les gens comme ça, rire au nez de leur douleur. Mais c'est parce qu'on a pris, on a accepté le candidat de l'étranger. Un candidat venu pour tourmenter, pour assujettir la population à la souffrance. Parce qu'il n'y a pas plus de mauvais que ce que nous vivons. C'est-à-dire que souvent tu te dis, mais c'est mieux que la mort est mieux. C'est pour ça que les parents se jettent du pont. C'est pour cela que des personnes se suicident aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que c'est la loi du plus fort. Si tu ne connais personne, tu es foutu, il n'y a rien à faire pour toi. Tu meurs de chagrin, tu meurs de tension, tu meurs de crise cardiaque, tu meurs d'AVC, tu meurs d'hypotension. Voici la triste réalité. C'est pour tout ça que le président Laurent Gbagbo convie tous les Ivoiriens à se rendre ce 7 juin du côté de Port-Boué pour aller en débattre, pour aller en parler. Adja Bouaké, Tonda Faya Yude. Quand tu ouvres ta bouche, que tu dis trop, c'est trop. Toi, qu'est-ce qui est trop, c'est trop chez toi pour que tu as dit trop, c'est trop? Tu peux pas ouvrir ta bouche là pour dire trop, c'est trop? No way. Tu dis trop, c'est trop, pourquoi tu fais quoi? C'est pas Adja Bouaké, Emmanuel, c'est pas Adja Bouaké. Faut ma d'origine, que dis-je? Ma d'origine.
Quand tu viens et puis tu dis trop c'est trop là, c'est Gbagbo Laurent qui a dit ça. Toi, tu insultes le pépé, quelqu'un qui peut te mettre au monde là. Tu insultes Gbagbo Laurent, tu lui traites de tous les noms là. Ignare dans l'alphabet, ton cerveau black que tu sois. Trop c'est trop que tu emploies dans ta bouche. C'était un français courant en Côte d'Ivoire. Mais vous n'avez pas pu valoriser ce mot. Vous n'avez pas pu donner de la vie à ce mot. Tellement que vous ne valez rien, vous ne connaissez rien, vous pouvez rien créer. Gbagbo Laurent est venu souffler la vie dans ce mot-là. Trop c'est trop. Ça y est au bout de vous, tous vos lèvres. Vous dites trop c'est trop. Trop c'est trop était au placard là-bas. Vous n'avez pas utilisé pour valoriser ce mot-là. Mais il a fallu que Gbagbo Laurent mette sa marque, mette son doigt, mette sa voix là-dedans pour que ça ait de l'ampleur, de la puissance. Et que toi, tu viens l'utiliser pour dire trop c'est trop. Trop c'est trop. Qu'est-ce que tu as vécu pour que tu as dit trop c'est trop? Tu n'as rien encore vu. Le moment où tu as t'en rends compte que trop vu. Le moment où tu as t'en rends compte que trop